Nous, ce qu'on fait, c'est très loin de la doxa entrepreneuriale habituelle. C'est pas parce qu'on ne la connaît pas. Je la connais Oui, je confirme. assez bien. Mais juste, on a envie de faire les choses différemment. C'est un peu faire le Robin des Bois du climat, où on va non pas voler aux riches pour donner aux pauvres, mais réinternaliser le coût des émissions auprès des émetteurs pour financer la décarbonation, la transition énergétique et climatique de l'Union européenne. On savait que ça allait être un vrai défi, on savait que ça allait être difficile, et c'est encore difficile, on est loin d'être sorti des difficultés, mais je dis aussi souvent que si c'était facile, ce serait pas drôle, et on le ferait pas. Bienvenue sur Harmony Inside, le podcast du collectif Be Harmoniste qui met en avant les entreprises qui concilient culture entreprise forte et succès business. Et alors, pour faire ça à encore plus grande échelle, Harmony Inside, c'est un podcast, mais c'est aussi un label qui distingue des entreprises qui sont alignées autour d'une culture forte, d'une stratégie claire et dont les collaborateurs sont engagés. En bref, des entreprises harmonieuses, comme celle que vous vous apprêtez à découvrir dans cet épisode. Alors, si le label vous intéresse, toutes les infos sont dans la description de l'épisode. Et d'ici là, bonne écoute. Salut Valentin. Salut Vincent. Écoute, merci beaucoup de m'accueillir chez Omayo. Je suis très content de faire cet épisode. Moi aussi. Ça fait vraiment plaisir, c'est un moment que je voulais le faire. Alors avant, je vais pas me lancer dans la grande explication de pourquoi je trouve ça génial et pourquoi je voulais absolument que tu viennes un jour sur ce podcast. Mais en vrai, on s'est connus dans une autre vie parce qu'on a travaillé ensemble sur des beaux projets, déjà autour de la tech, etc. etc. Et donc, on a pris la voiture pour aller quelque part ensemble et tu m'as pitché l'idée d'Omayo et t'es la première personne, je pense, et désolé pour ceux qui écoutent, qui auraient tenté de me convaincre aussi, mais qui m'a vraiment convaincu que avec de la finance, tu pouvais avoir un réel impact climatique à grande échelle et que c'était pas juste un énième pipeau pour écrire des tribunes sur la finance verte, les green bonds, le machin, etc., etc. Donc, maintenant que tu as réussi à me convaincre, si tu devais convaincre les gens qui nous écoutent à leur tour, qu'est-ce que tu leur dirais ? Beaucoup de choses, et je pense qu'on va avoir le temps d'en parler. Tu te rappelles quand c'était ce voyage en voiture ? C'était il y a combien d'années ? 2 ans peut-être ? C'était il y a 2 ans ? Je pense, ouais. C'était 2 ou 3 ans. Des trucs comme ça, ouais. Non, les choses ont évolué depuis. Si j'ai été convaincant il y a 2-3 ans, j'espère que je le serai encore aujourd'hui. En fait, ta question, c'est une excellente question et c'est la question à laquelle on essaye de répondre en permanence. C'est comment rendre la finance climatique réelle. Et le problème de la finance climatique, en tout cas tel que nous on le voit, c'est que elle a une définition qui est normative ou conventionnelle. Je m'explique. Lorsqu'on parle d'impact dans le monde financier, on regarde le respect de normes qui sont produites par des instances politiques. Donc, c'est de respect de conventions, d'une réalité humaine, une réalité imaginaire, qui a en fait assez peu de choses à voir avec la réalité physique, avec des molécules de gaz, de CO2, de méthane, et ainsi de suite. Et donc, nous, ce qu'on a essayé de faire, et ce qu'on essaye de faire systématiquement, c'est de repartir d'une feuille blanche, de recréer des produits financiers et de s'assurer que ces produits-là ont un impact réel, physique, sur les émissions de gaz à effet de serre ou sur toute autre mesure climatique naturelle. Et en ce sens, la finance peut avoir et doit avoir un impact réel sur le climat, mais la condition est de s'affranchir un peu du carcan normatif, conventionnel, imaginé et imaginaire, et retrouver des choses bien réelles. Je sais pas si c'est clair ou un peu conceptuel tout ça, mais... En fait, ça vaut le coup de s'arrêter là-dessus, parce que ça vaut le coup de comprendre. En fait, en général, aujourd'hui, quand tu vois beaucoup de boîtes à impact autour de la finance, etc., qui font des trucs qui sont souvent très bien, mais qui sont quand même beaucoup, on va, comme tu le dis, essayer de coller à des normes qui sont conçues pour une raison, c'est globalement arrêter de financer tout et n'importe quoi, notamment des industries qui sont complètement destructrices pour la planète, mais t'as pas un impact au sens où tu vas réellement agir directement là-dessus, tu vas être le tiers qui va permettre à quelqu'un de plus financer quelque chose, qui va plus faire quelque chose qui, donc t'as vraiment 4 ou 5 bandes là-dedans, et moi je me rappelle quand tu m'as expliqué ça, de me dire oui, c'est encore un truc comme ça, et en fait, non, toi, quand on parle d'impact, c'est un impact à globalement une bande, quoi. Et si je comprends bien, t'as créé en gros un moyen d'investir dans quelque chose qui va avoir un effet réel sur
les émissions de carbone via un mécanisme très compliqué que tu veux nous expliquer et que je ne vais pas essayer d'expliquer pour ne pas passer pour un idiot, et qui va en plus avoir un côté d'incitation à privilégier des alternatives autres, et donc qui sont non seulement moins émissives en carbone, émettrices en carbone, mais qui vont en plus permettre d'aller investir dans des solutions qui aujourd'hui coûtent trop cher et donc sont délaissées parce que ça coûte moins cher de juste payer le droit de polluer, si je comprends bien. Exactement. En fait, nous, très concrètement, ce qu'on fait, c'est qu'on conçoit des produits financiers qui ont un impact réel. Et le premier produit qu'on a conçu permet aux investisseurs privés, donc vraiment des gens comme toi et moi, de participer, d'accéder au marché des quotas d'émissions européens. C'est un marché qui existe depuis 2005. Donc, ce n'est pas nous qui l'avons inventé. En revanche, ce que nous, on permet, et ce qui est nouveau, c'est à des gens comme toi et moi de participer à ce marché. Et depuis 2005, ce marché a permis de diminuer les émissions de gaz à effet de serre des grandes industries européennes de plus de 45%. Comment ? Donc, c'est massif, c'est rapide. Et comment ? C'est simplement, entre guillemets, en internalisant un coût sur ces émissions. C'est-à-dire maintenant, et depuis 2005, les industries qui émettent des gaz à effet de serre doivent payer pour chaque tonne de CO2 ou équivalent qu'elles émettent. Et ça, c'est une obligation. C'est une obligation. On est d'accord qu'on n'est pas en train de dire j'émets du carbone parce que je suis hyper polluant, mais je plante des arbres à côté, donc Non. je suis un mec sympa. C'est pas du tout ça. Ce n'est pas de la compensation et ce n'est pas volontaire. C'est un marché régulé qui s'impose à l'ensemble des grandes industries émettrices européennes, mais aussi aux avionneurs, au transport maritime, et qui a tendance à s'étendre à des nouveaux secteurs économiques. La manière dont ça fonctionne, c'est la Commission européenne, donc c'est la juridiction qui a organisé ce marché, qui l'a mis en place. La Commission européenne, donc, elle définit un certain plafond d'émissions qui s'impose à un certain nombre de secteurs industriels qui, collectivement, doivent donc respecter ce plafond. On dit, voilà, cette année, collectivement, vous ne pouvez émettre que 1 milliard de tonnes de CO2. Et pour m'assurer, moi, Commission européenne, que vous respectez ce plafond, je vais émettre un nombre de quotas, un nombre de titres, des tickets rationnement, équivalent à ce plafond. Donc, si j'ai fixé le plafond à 1 milliard de tonnes, je vais mettre 1 milliard de quotas. Et à la fin de l'année, je vais relever les compteurs, je vais venir vous voir et je vais vous dire combien de tonnes est-ce que vous avez émis et vous devez me restituer un nombre de quotas équivalent. Donc, c'est vraiment le principe des tickets rationnement, sauf que c'est des tickets qu'on doit acheter. Donc, les entreprises, pendant l'année, ont l'obligation d'acheter auprès de la Commission européenne un nombre de quotas équivalent à leurs émissions et de les restituer à la fin de l'année. Et chaque année, le nombre de quotas diminue. Donc, chaque année, tu as le droit de polluer moins. Exactement. Et juste, tu parlais tout à l'heure d'avoir quelque chose qui n'est pas corrélé entre quelque chose de physique et quelque chose de financier. La différence avec un ticket de rationnement, c'est qu'il n'y a pas plus de nourriture que je peux en avoir. Enfin, Exactement. Là, pour le coup, la Commission européenne dit vous devez polluer vous devez 1 million de tonnes, je dis n'importe quoi. Il n'y a pas grand-chose qui m'empêche d'en émettre 2 millions. Qu'est-ce qui se passe si tu pètes ton quota Alors, en fait, c'est le coût. C'est-à-dire que la Commission, elle fixe un plafond à 1 milliard collectif. Si toi, tu en as émis plus que tu n'as de quotas à restituer, tu vas devoir payer une amende de 100 € par tonne manquante, plus l'obligation l'année suivante de restituer les quotas qui te manquaient. Donc en fait, ça dépend de quel point de vue tu te places. C'est punitif ou incitatif, vois-le comme tu veux, mais un industriel n'émet pas des gaz à effet de serre par plaisir. Il l'émet dans le cadre de son activité. Si tout d'un coup, ces émissions-là ne sont plus économiquement rentables, c'est-à-dire que si ça lui coûte plus cher de produire et donc d'émettre que ce qu'il peut vendre, il va arrêter de le faire. Donc, on est sur un système qui est financier et économique, on n'est plus sur un système qui est moral. Il ne s'agit plus de dire c'est bien ou c'est mal, il faut ou il ne faut pas. Là, on dit simplement, les émissions créent des dommages sur la société. Ces dommages ont un coût. On va réinternaliser ce coût auprès des émetteurs pour que ce ne soit plus la société qui les paye, ce ne soit plus toi et moi qui collectivement payons
parce que il y a un réchauffement climatique, il y a des catastrophes naturelles, il y a une baisse de la production agricole, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce n'est plus la société qui paye, c'est l'émetteur qui paye. Donc, on réinternalise ce coût et on organise progressivement l'augmentation du coût de ces quotas, parce que chaque année, on diminue le plafond, donc on diminue l'offre, et si on diminue l'offre, le prix, il augmente. Et donc, on crée les conditions ou l'incitation pour que les industriels assujettis diminuent massivement et rapidement leurs émissions. Et ça fait 20 ans que c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, le prix d'un quota, c'était 6 euros. Aujourd'hui, c'est 65 euros. Et pour le plus grand bonheur de tes investisseurs, puisque là où toi tu rentres en jeu, si je comprends bien, c'est que là tu nous as très bien expliqué ce concept d'internaliser le coût et donc en fait d'avoir une prise de décision économique rationnelle basée concrètement sur ton bilan et de dire bah oui ça va coûter plus cher donc il faudrait peut-être qu'on fasse baisser un peu ça. Et donc chaque année on a, admettons au début on avait 100 tickets, on a 100 entreprises qui se battent tous pour avoir des tickets, l'année d'après on en aura 98 et on a toujours 100 entreprises. Ce que toi tu me dis c'est que toi, moi, tous les gens qui écoutent etc. aujourd'hui, on peut aussi nous rentrer sans être une boîte qui émet etc. pour acheter les tickets de rationnement, ce qui fait que non seulement, comme tu le disais tout à l'heure, par un mécanisme de marché, si l'offre baisse mécaniquement tous les ans, le prix devrait augmenter, puisqu'on va être aussi nombreux, voire plus nombreux à vouloir quelque chose, une denrée qui diminue. Mais en plus, si ça diminue, c'est autant moins de tonnes que toi et moi, a priori, on ne va pas émettre, et que ces entreprises-là ne pourront pas émettre non plus, d'où le fait qu'elles ont d'autant plus d'intérêt à faire baisser leur bilan carbone, quoi. Exactement, et c'est pour ça que nous, on dit systématiquement que ce qu'on souhaite, c'est non pas profiter d'un système, mais allier le rendement potentiel que ce mécanisme, qui est un mécanisme déflationniste, permet, donc un nombre de quotas disponibles qui est plafonné et qui diminue dans le temps, et donc une valeur du quota qui augmente dans le temps, mais également un impact réel sur les émissions. Parce qu'en effet, si on se dit qu'il y a 100 quotas disponibles et que toi, tu en achètes 5, et bien tout d'un coup, il n'y en a plus que 95. Et si moi, j'arrive derrière et j'en achète 3, et bien tout d'un coup, il n'y en a plus que 92. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, il y a un effet confiscatoire qui est immédiat. À partir du moment où tu investis, tu viens de confisquer un montant équivalent de tonnes qui n'est plus disponible pour les industries assujetties. Et en plus de ça, tu as donc eu cet effet confiscatoire, mais tu as également un effet prix. Parce qu'en effet, tu viens de raréfier l'offre avec ta demande supplémentaire, et donc de pousser, alors très marginalement à ton échelle, mais si on est nombreux, ça peut avoir un impact important, pousser le prix à la hausse. Et en effet, le prix, c'est quoi ? C'est simplement le point d'arbitrage pour une industrie entre acheter des quotas et continuer d'émettre des gaz à effet de serre, ou investir dans les solutions de décarbonation et diminuer son exposition à ces quotas. Donc il y a ce double effet que tu génères. Et donc tu es vraiment en train de te constituer un portefeuille d'un actif qui s'apprécie par construction et qui a un impact réel démontré massif sur les émissions vérifiées et observées. Et l'argent que je dépense pour acheter des quotas, tu parlais de double effet en augmenter le prix de l'émission carbone, en incitant à aller vers la décarbonation, mais cet argent que je le paye à quelqu'un, il va où et pour faire quoi ? Bien sûr, et c'est vrai, tu as tout à fait raison de le souligner. Cet argent, alors il y a un marché primaire et un marché secondaire, comme sur les marchés des actions. Les quotas d'émissions sont mis sur le marché par la Commission européenne. C'est des ventes aux enchères qui ont lieu tous les matins. Donc, lorsque la Commission européenne dit cette année, on va mettre sur le marché 1000 milliards de quotas, ça ne se fait pas en one shot. Ça se fait petit à petit, au fil de l'eau. Tous les jours, il y a une enchère d'une quote-part quotidienne de ce plafond annuel. Et ça génère donc des recettes pour la Commission européenne. L'année dernière, la Commission européenne a généré 40 milliards d'euros de recettes. Ces recettes sont ensuite redistribuées aux États membres, en grande partie, et les États membres ont l'obligation d'utiliser cet argent pour financer leur politique climatique et énergétique. La France, par exemple, a récupéré 2 milliards l'année dernière, et c'est utilisé pour financer l'Agence nationale de l'habitat, MaPrimeRénov', des choses comme ça.
J'ai dit en grande partie parce qu'il y a une autre partie, plus petite cette fois, des recettes qui, elles, sont redistribuées ou réallouées à des fonds. Il y a 3 fonds. Il y a un fonds qu'on appelle le fonds de modernisation qui accompagne les industries assujetties dans la modernisation de leur équipement industriel. Et donc, quelque part, ce mécanisme redistributif, il permet de, non pas pénaliser, mais de attribuer un prix sur les émissions et utiliser cet argent pour accompagner, pour subventionner, pour financer les efforts de modernisation. Donc ça va dans les 2 sens. Le deuxième fonds, c'est un fonds d'innovation qui, lui, cherche à financer la recherche dans des solutions de décarbonation. Et enfin, il y a un fonds social qui, lui, vient soutenir les ménages les plus modestes qui pourraient être affectés par l'augmentation des coûts liés à la facturation des émissions. Donc, c'est vraiment un mécanisme redistributif. C'est un peu faire le Robin des Bois du climat, où on va non pas voler aux riches pour donner aux pauvres, mais réinternaliser le coût des émissions auprès des émetteurs pour financer la décarbonation, la transition énergétique et climatique de l'Union européenne. Et alors, je pourrais te parler de ça, je pense, et te poser des questions là-dessus pendant 1h30, parce que ça m'intrigue beaucoup, et tu sais que je l'ai déjà fait, mais il faut quand même que je revienne un petit peu au sujet de ce podcast aussi. Donc là, ce qu'on vient de découvrir, c'est qu'il existe en gros un marché réglementé du carbone en Europe, et pas que, parce qu'il y en a partout dans le monde, et que toi, tu t'es dit un jour, je vais créer un moyen de permettre à tout un chacun d'y accéder, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Et donc, pour qu'on te connaisse mieux, est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que c'est Omayo aujourd'hui, et parce qu'effectivement ça a un peu évolué depuis que tu m'as expliqué cette idée-là dans le cockpit d'une voiture. Ouais, je pense que en effet, nous, ce qu'on s'est dit au départ, c'est pas exactement on va rendre accessible ce marché. On s'est dit surtout, c'était la première question, comment faire pour proposer aux investisseurs privés, aux personnes, et c'est important ça parce que on ne voulait pas aller proposer des produits à des gestionnaires d'actifs, à des institutionnels. Déjà, ils ont plein d'options. Et puis surtout, c'est des personnes morales. C'est pas les personnes qui sont concernées par le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, ça affecte les personnes physiques. Ça affecte les gens. Et donc, c'est aux gens, comme tu dis, qu'on souhaitait proposer des solutions. Et moi, personnellement, j'étais extrêmement frustré de toutes les solutions d'investissement vertes qui étaient proposées, qui en fait sont souvent des produits qui existent depuis très longtemps, qu'on essaye de recadrer, restructurer, remarketer en disant qu'elles ont un impact et qu'elles respectent un certain nombre de normes, de labels, des choses comme ça, mais sans arriver réellement à démontrer de manière transparente comment ça fonctionne et quel est l'impact réel. Et donc c'était ça le point de départ. C'est proposer des produits d'investissement, des opportunités d'investissement qui ont à la fois un fort potentiel de rendement, parce que on n'arrivera pas à changer à l'échelle de manière systémique les allocations de fonds si on est uniquement sur des injonctions morales. Donc un fort potentiel de rendement et un impact réel et démontré sur les émissions. Et on a trouvé ce marché des quotas d'émissions qui est vraiment l'épine dorsale de toute la stratégie climat de l'Union européenne, mais dont personne ne parle. Donc là, c'était un peu les lunettes qui sont sur notre nez et qu'on ne trouve pas, quoi. C'était vraiment devant nous. Ça existe depuis 20 ans et pourtant personne n'en parle, personne ne le connaît. Et je pense qu'une des raisons, c'est qu'il n'est pas accessible. Donc la première chose qu'on s'est dite, c'est rendons ce marché accessible. Ça nous a mis, ça fait 3 ans qu'on en parle, hein, donc ça nous a mis un petit peu de temps. Ouais, on va en parler parce que c'est effectivement quelque chose de pas aisé. Et attends, il est où aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, la société, elle existe depuis un peu plus d'1 an. On est une petite équipe de 6 personnes. Et on a lancé il y a une petite année. Les premières émissions ont eu lieu en octobre dernier. Et on a donc un produit, c'est-à-dire un produit qui permet aux investisseurs d'accéder aux quotas d'émissions. Mais ce qu'on a vocation à faire, c'est créer toute une gamme de produits qui ont systématiquement un rendement cohérent par rapport au niveau de risque et un impact réel sur les émissions. Et en fait... T'as un exemple ?
de choses qu'on pourrait faire? Parce que concrètement, là aujourd'hui, on se dit, en gros, tu as créé un véhicule d'investissement pour permettre à un particulier d'accéder au marché du carbone. Toi, ce que tu nous expliques, c'est que la vision que tu portes avec Omayo, en réalité, c'est bien plus que ça. Absolument. Quand on regarde le marché des plateformes d'investissement, il y a souvent d'un côté des émetteurs, donc des gens qui créent des produits financiers, je sais pas, Amundi, Lyxor, iShares, ainsi de suite. Et de l'autre côté, il y a des distributeurs, des gens qui distribuent ces produits. Ça peut être Coinbase, Trade Republic, Boursorama, ce que tu veux. Personne n'a sponsorisé quoi que ce soit ici. Non, c'est des exemples. Nous, ce qu'on souhaite faire, c'est être à la fois l'émetteur et le distributeur. Pourquoi ? Parce qu'on estime que les produits climatiques qu'on cherche, qui ont du rendement et de l'impact, n'existent pas, ou en tout cas ne sont pas accessibles aux particuliers. Les quotas d'émissions sont un exemple, mais il y a plein d'autres exemples. Il y a quelque chose qu'on appelle, par exemple, les obligations catastrophes. Les obligations catastrophes sont des produits qui permettent d'assurer des infrastructures contre des événements climatiques extrêmes. On sait tous que l'assurance est un sujet, ou en tout cas une industrie, qui est extrêmement bouleversée ou mise à mal par le réchauffement climatique. Si on veut permettre à des propriétaires d'infrastructures, ça peut être une maison, ça peut être un pont, que sais-je, de continuer à pouvoir s'assurer dans un monde où les événements climatiques extrêmes sont de plus en plus violents et de plus en plus nombreux, il faut trouver des nouvelles manières d'assurer ces biens. Les obligations catastrophes permettraient à des investisseurs privés de contribuer à assurer ces infrastructures. C'est un exemple comme un autre. Un autre produit, c'est tout ce qu'on va appeler la litigation finance. La litigation finance permet à des investisseurs de financer des actions en justice. Et nous, ce qu'on pourrait faire, c'est de se concentrer sur les actions en justice pour écocide ou pour inaction climatique et permettre à n'importe quel investisseur de participer au financement de ces actions afin de s'assurer qu'elles aient réellement lieu et qu'il n'y ait pas une impunité autour d'une action climatique ou des écocides. Des exemples comme ça, il y en a plein. En Australie, il y a quelque chose qui s'appelle les droits d'accès à l'eau. C'est un petit peu comme les droits d'émission, sauf que ça concerne non plus les gaz à effet de serre, mais l'accès à l'eau. Lorsqu'on a vu tous les débats qu'il y a eu sur les méga-bassines, sur les projets de rétention d'eau en France, il n'est pas absurde de penser que petit à petit, on se dirige aussi vers des restrictions d'accès et d'usage de l'eau. C'est aussi quelque chose qu'on pourrait imaginer et construire. Donc, il y a plein de produits qui pourraient exister. Simplement, aujourd'hui, il n'y a non seulement personne, à ma connaissance en tout cas, qui pense à ces produits, qui les structure, qui les rend intelligibles, parce qu'on est quand même sur des sujets peu connus et parfois un petit peu techniques, et qui les rend accessibles avec une plateforme simple, transparente, sécurisée, de confiance, qui met à disposition de l'information, de la vulgarisation et des opportunités d'investissement. Et c'est ça ce qu'on doit faire. Et tu vois, je vais arrêter de creuser ça après, mais typiquement, là, autant sur des produits réglementés comme des quotas carbone, je sais pas s'il faut dire quota ou pas. Si c'est quota, c'est bon. Et parce que des fois, tu râles quand on dit crédit, c'est ça? Exactement. Voilà. Et mais, ça, on voit quand le prix s'apprécie, etc. Mais typiquement, sur des tickets pour avoir accès à l'eau, comment tu fais aussi pour créer des produits financiers en t'assurant qu'ils restent vertueux? Parce que concrètement, tu peux très bien imaginer que je me crée un immense stock de droits à l'eau et que je vais les revendre très très cher, comme si j'avais acheté toutes les places pour le dernier concert de Beyoncé et tout le monde en veut et je spécule comme un gros enfoiré dessus pour le dire les choses, quoi. Ouais. Alors, c'est pour ça que pour l'instant, on a un seul produit et que ça nous a mis des années à le construire. Il y a évidemment des barrières ou des difficultés, des obstacles réglementaires, juridiques, financiers, mais il y a aussi énormément de travail sur la réalité et la validité du discours climatique et de l'impact proposé et généré. Donc, les quelques exemples que j'ai cités, c'est des exemples que j'ai en tête, mais sur lesquels ce travail de fond n'a pas encore été fait. Et peut-être que lorsqu'il sera fait, on y passera les mois, les années
qu'il faut, et on se dira, ça, c'est pas un produit qu'on a envie de proposer. Parce que finalement, soit le marché n'est pas suffisamment profond, pas suffisamment liquide, il peut donner lieu à des manipulations, ou l'impact n'est pas suffisamment clair, ou il n'y a pas suffisamment de données, de recherche. Aujourd'hui, on travaille avec des think tanks, avec des laboratoires, avec des universités. On va bientôt l'annoncer, donc j'en parle pas trop encore, mais on a toute une équipe de recherche en interne, mais aussi des initiatives de recherche en externe qui travaillent sur ces sujets et qui s'assurent que ce qu'on fait, c'est, alors encore une fois, vertueux, c'est pas le terme que je cherche parce que je m'attache pas au sujet de morale. Je pense que c'est pas là où on a la valeur. Ça produit l'impact que tu veux que mais ça produise. Exactement. Que en tout cas, l'impact est réel et démontré. Et on est sur un impact qui n'est pas une histoire de bien ou mal, mais une histoire de mesurabilité, de quantification et d'observation empirique. Et justement, c'est ça qui m'intéresse beaucoup dans Omayo et dans ton histoire, c'est ce côté, tu portes une vision qui est honnêtement une des plus ambitieuses que je connaisse, je pense. Et tu parles comme gentil, ça. Oui, c'est gentil, mais c'est vrai aussi. Et je le dirais pas si je le pensais pas, mais tu parles comme si tu avais une équipe, des équipes entières d'analyse, de Kant, de machin, etc., qui peuvent t'aider à faire advenir cette vision. Et là, moi, ma question, c'est quand on ramène l'immensité de cette vision avec la réalité des choses, comment tu fais, toi, quand tu es tout seul, et aujourd'hui, quand vous êtes 6, pour te dire, vas-y, viens, on crée une classe d'actifs, quoi. Parce que franchement, c'est pas tous les jours que ça arrive. Comment tu fais sortir de terre une vision aussi ambitieuse qui peut n'être que finalement quelque chose de très joli sur papier, mais complètement impossible à faire advenir, quoi. En fait, t'as tout à fait raison. Et c'est pas tout à fait évident, mais Tu manies bien l'euphémisme. il faut, je pense en tout cas, il faut découper les problèmes en petits bouts et les faire un par un. Souvent que l'entrepreneuriat, c'est une sorte de pince temporelle où il y a d'un côté une régression de l'avenir au présent et de l'autre côté une progression du présent vers l'avenir. Et c'est un petit peu, et on en a beaucoup parlé il y a quelques années, mais c'est un petit peu comme l'alpinisme. C'est-à-dire qu'on voit le sommet, et le sommet représente un petit peu l'ambition qu'on peut avoir, mais pour l'atteindre, c'est un pied devant l'autre. Et c'est un pas après l'autre, et c'est vraiment une progression de toutes petites étapes. Et c'est quelque chose dont on parle assez régulièrement dans l'équipe, où parfois, lorsqu'on fait des plans à 12 mois, à 18 mois, ou alors à 18 mois pour une boîte qui a 1 an, c'est plus un plan, c'est un rêve. Mais on se dit, OK, comment est-ce qu'on va faire pour faire ça ? Est-ce qu'on a les ressources ? Est-ce qu'on a les personnes ? Le morceau semble trop gros pour nous. Et en même temps, lorsqu'on regarde en arrière, ne serait-ce que là, on l'a fait récemment, on a fait un peu une rétrospective sur 1 an, parce qu'il y avait les premiers membres de l'équipe qui venaient de fêter leur 1 an dans la boîte. C'est assez hallucinant le progrès qui est fait en peu de temps. Parce que c'est toujours juste une histoire de volume. C'est pour avoir quelques centaines de clients, et ben en fait c'est quelques milliers de discussions, mais quelques milliers de discussions, ce n'est que quelques dizaines par jour, tous les jours, avec 2 ou 3 personnes qui sont en charge du sujet. Donc, je sais pas si c'est très clair ce que je veux dire, mais en fait, il suffit simplement de découper en petits morceaux, et un pas après l'autre, on gravit des sommets. Et avec il faut quand même être très accroché à cette vision-là et avoir confiance dans le fait que tu vas y arriver. Tu as posté il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn sur les premiers retours que tu avais avec des phrases absolument pépites du genre « It's an absolute non-starter ». C'est un non-starter absolu parce que tu as levé des fonds pour faire cette aventure, d'aller investir chez toi, de travailler avec toi, etc. Tu vois, tu disais il faut quelques centaines de clients, c'est quelques milliers de conversations. Il y en a quand même beaucoup qui n'aboutissent à rien. Et tu dis 2-3 par jour. À mon avis, tu n'en signes pas 1 sur 3 tous les jours, quoi. Donc tu passes aussi par une... je te laisse choisir ta métaphore entre la traversée du désert et l'Everest par la face nord. Mais c'est difficile, quoi. Comment tu gères ça au début ?
Et surtout, comment dire ça, quand tu commences à avoir une équipe, parce que toi, tu portes ta vision, t'es entrepreneur, t'as ton risque, c'est ta boîte et tes actions, etc. Il y a des gens qui viennent travailler pour toi, quoi. Comment tu t'arrives à embarquer des gens là-dedans? Alors, déjà, c'est drôle, c'est une discussion que j'avais avec une candidate il n'y a pas si longtemps. C'est pas un truc sur lequel je peux convaincre et je cherche pas à convaincre. Soit tu l'as en toi et c'est ce que tu viens chercher, soit tu l'as pas en toi et ça c'est pas grave, mais je vais pas te convaincre. Encore une fois, le parallèle avec l'escalade ou l'alpinisme est fort. Si t'as pas envie de te taper un sommet, je vais pas te convaincre parce que il y a une part de douleur, il y a une part de souffrance qui doit faire partie de ta recherche. Hmm. Et il y a plein de manières de créer des boîtes, évidemment. Il y a plein de modèles de boîtes différents. On n'a pas besoin d'être financé par des VC pour être entrepreneur. On n'a pas besoin de plein de choses pour être entrepreneur. Mais nous, ce qu'on fait, ce qu'on a choisi de faire depuis le début, c'est quelque chose peut-être d'un petit peu différent. Je connais pas d'autres équipes qui travaillent sur ce sujet en Europe, voire même dans le monde. On savait que ça allait être un vrai défi. Hmm. On savait que ça allait être difficile et c'est encore difficile. On est loin d'être sorti des difficultés. Mais je dis aussi souvent que si c'était facile, ce serait pas drôle et on le ferait pas. Hmm. Et donc, il y a aussi la recherche de ce défi, de cette souffrance, de cette nouveauté. Toutes les personnes qui ont cherché à bouleverser des industries, rabattre les cartes, grimper des nouveaux sommets, et je dis pas qu'on est... Enfin, c'est peut-être un peu présomptueux ce que je dis comme exemple, mais je pense que ça vient avec, comme on dit en anglais, ça vient avec le territoire. Hmm. Et je pense que dans l'équipe, tout le monde cherche ça. Hmm. Et ensuite, donc, c'est comme ça qu'on les attire. Et la manière dont on les garde, c'est en étant extrêmement sincère et authentique. Parce que le plus grand danger, c'est quand il commence à y avoir un écart entre l'histoire que tu sers au monde et l'histoire que tu vis au quotidien. Hmm. Et là, et je pense que surtout dans une petite équipe de 5 personnes, tu peux rien cacher, quoi. Et donc là, c'est vraiment très transparent et très authentique sur ce qu'on fait, sur pourquoi c'est différent, pourquoi c'est dur, mais pourquoi ça vaut la peine. Et pour l'instant, on a la chance, je crois, d'avoir une équipe qui est excitée, soudée, enthousiaste et j'espère heureuse de faire ce qu'ils font et de venir travailler ensemble tous les matins. Et ça, cette question-là, tu te l'es posée très très tôt dans l'histoire de Maillot. Tu as fait un truc que, encore une fois, pas grand monde fait. Tu as réfléchi sur ta culture, tes valeurs, etc. Je crois que la boîte était même pas encore créée officiellement, mais c'était déjà important pour toi de Day One et même avant de savoir très clairement nos valeurs c'est ça, ce qu'on attend de quelqu'un c'est ça, etc. Concrètement, pourquoi tu as fait ça? Parce que concrètement, au début, tu es tout seul. En plus, tu es un solo founder, tu pas d'associé. Donc, tu même pas besoin de t'aligner avec personne au début, quoi. Donc, tu peux très bien te dire, écoute, c'est comme ça, c'est mes valeurs perso, et puis on verra quand on sera 50 de se poser ces questions-là, quoi. Alors, je pense que c'est 3 choses, et je pense qu'on peut le dire, hein, cette réflexion, on l'a eue ensemble. Si tu le dis, on peut le dire. Donc, je pense que tu es d'ailleurs une des premières personnes avec qui j'ai travaillé sur Omayo. Eh ben, ça me touche. Et une des premières choses que j'ai faites, en effet, c'était la culture. Je sais pas, c'est un peu présomptueux de parler de culture à une personne, mais définir en tout cas quelles étaient les valeurs que j'allais chercher chez les premières personnes. Et je pense qu'il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je savais que ce qu'on allait faire était nouveau, était assez face nord, et qu'il fallait être extrêmement clair vis-à-vis de ceux et de celles qui étaient amenés à rejoindre l'aventure sur qu'est-ce que j'allais proposer,
et quand je parle de proposer, je parle pas de package, je parle pas de c'est pas forcément les conditions matérielles Même ou si ça aussi, financières, tu l'avais posé dès le début pour le coup. mais qu'est-ce qu'on va proposer en termes d'ambiance, en termes de et encore une fois, quand je dis ambiance, c'est pas est-ce qu'il y aura un baby-foot, quoi. C'est quelles sont les attentes, les responsabilités, les difficultés. Encore une fois, t'as pas envie de t'engager dans un sommet un peu engagé pour le coup, avec des gens qui risquent de craquer à mi-chemin. Oui. Donc, il vaut mieux être extrêmement clair et transparent sur les attentes en amont, plutôt qu'essayer de offusquer un peu les difficultés et te retrouver avec des gens qui en fait se rendent compte qu'ils savent pas trop pourquoi ils sont là. Donc ça, c'est le premier point. Le second, c'est que ça ne pouvait pas être mes valeurs. Même si je suis solo founder, Omayo, c'est pas moi. Il y a des choses que l'identité de marque et l'identité d'entreprise et de mission de Omayo est relativement distincte de la mienne. Il y a des choses qui se confondent, il y a des choses qui sont très très différentes. Et il y a des choses sur lesquelles je pense pouvoir apporter certaines valeurs, il y en a d'autres sur lesquelles j'ai des faiblesses. Et il fallait qu'on fasse ce travail, et on l'a fait ensemble, pour justement éviter l'écueil de faire que Omayo soit Valentin. Et donc de vouloir travailler qu'avec Valentin. Exactement. Et ça, on a bien bossé dessus. Ouais, on a pas mal bossé de temps. Mais en même temps, c'est des choses qui, je pense et je le souhaite, t'éviteront le côté de la dépersonnalisation d'une entreprise entre la personnalité de l'entreprise et la personnalité du founder. C'est des questions que tu vois arriver souvent très tard, voire même trop tard, quand tu as des fondateurs qui sont complètement noyés sous le fait que ils ont essayé de déléguer un moment donné le recrutement, c'est parti en cacahuète, du coup ils font tous les recrutements, du coup ça avance pas, ils ont pas de temps, ils sont sous l'eau, ils se noient parce qu'ils ont besoin de tout contrôler, parce que c'est les seuls gardiens du temple, en fait. Mais ça, c'est justement la troisième raison, je pense, pour laquelle c'était important pour moi. C'est se prévenir du risque inverse. C'est-à-dire, y penser trop tard, c'est prendre le risque de recruter des gens qui ne correspondent pas aux valeurs qui sont les tiennes, ou en tout cas pas forcément les tiennes, mais celles que tu souhaites inculquer à la boîte, et qui, demain, le jour où on est 50 et on fait un off-site pour générer des valeurs bottom-up, tu te retrouves un peu bête à la tête d'une boîte que tu reconnais plus. Et donc, je préférais, et là, c'est peut-être un peu du control freakness de ma part, mais je préférais les définir, moi, alors j'étais tout seul, et que ensuite les autres arrivent dans un univers où les valeurs étaient définies et qu'ils puissent dire oui, ça me correspond, non, ça me correspond pas, mais c'était une sorte de garde-fou aussi au recrutement, plutôt que ouvrir un peu les portes, parce que le gardien du temple ne peut pas être moi. Le gardien du temple, soit c'est les valeurs, soit il n'y en a pas. Et donc je préférais qu'il y en ait pour s'assurer un peu que si le jour on est 50, il n'y a pas de surprise, plutôt qu'il n'y en ait pas, que je recrute un peu au feeling ou à l'opportunité, et qu'un jour je me retrouve dans une boîte que je ne reconnais plus, tout simplement parce que ce travail n'a jamais été fait. Ce qui ne veut pas dire que les valeurs sont immuables et que il faut que ça soit top-down, dictatorial tout le temps, mais à chaque moment suffit ses problèmes. Alors. Exactement. Et surtout au début, encore une fois, si tu as une vision très forte, ou en tout cas peut-être pas une vision très forte, c'est un peu présomptueux, mais si tu as une thèse très forte que tu as envie de tester, et tu sais que cette thèse va te mettre longtemps à être validée, et qu'elle est un petit peu unique, dans le sens où il n'y a pas forcément beaucoup de comparables, de benchmarks, c'est peut-être que tu te plantes complètement, mais il y a besoin, au moins au début, d'une grosse impulsion du ou des fondateurs pour s'assurer que ça va dans la direction qui permet de valider ou d'invalider l'hypothèse. Alors que, et encore une fois, il y a plein de manières de créer des boîtes qui sont différentes, et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Enfin, il y a des mauvaises manières, mais il y a aussi plusieurs bonnes manières.
Mais ce que tu fais dans la doxa entrepreneuriale Internet, c'est une très mauvaise manière. très mauvaise. Tu te lances sur un truc qui n'existe pas. On te dit toujours, s'il n'y a pas de marché, c'est que tu as un problème, il faut que tu aies des concurrents. Tu vas pas créer un truc qui sort de nulle part pour évangéliser les gens. Enfin, concrètement, c'est n'importe quoi si tu écoutes les conseils d'entrepreneuriat du début des années 2000, tu vois. Ouais, c'est pas en effet dans les grandes règles. Et on dit souvent aussi, il faut itérer, il faut aller un peu là où... Ton MVP ou ton prototype pour investir dans du quota carbone, tu vas te faire un petit peu taper dessus, quoi. Ouais. Nous, évidemment, on écoute nos clients et on a fait déjà plusieurs versions et c'est assez drôle et fascinant de voir toutes les versions du produit en un an. À la fois comment ça a évolué en termes de sophistication et de complexité. Au début, c'était un Google Sheet avec 2-3 automatisations Zapier. Maintenant, quand tu regardes la plateforme, c'est autre chose. Là, il y a une nouvelle qui est sortie en plus. La nouvelle qui est sortie il y a 2 semaines, c'est un énorme boulot. Et ce boulot, on l'a fait bottom-up pour le coup, sur la base de centaines d'interactions et de questions qu'on a restructurées, reconstruites. Donc, évidemment, on écoute nos clients et on évolue, mais sur la direction générale, il n'y a pas beaucoup de souplesse et il n'y a pas beaucoup d'itération. T'itères sur le produit, pas sur la vision, quoi. Absolument. Et il n'y en aura pas. Ouais, moi c'est clair. Mais justement, tu vois, pour revenir sur dont on parlait juste avant, tu disais, on a fait ce travail sur les valeurs, etc., parce qu'on voulait recruter les gens qui correspondaient, je suis pas là pour les convaincre, etc. Ça, c'est une vision. S'il y a bien un sujet sur lequel, enfin, tu sais, il y a une phrase qui dit tout le monde a un plan jusqu'au moment où tu prends un plan dans la gueule, après tu vois ce qui se passe. Ouais. Mike Tyson ou Mohamed Ali, je sais plus. Je sais plus. Dans ma tête, c'était un général, tu vois, mais donc du coup, je suis c'est... battu. Ok. Oui, non, mais oui, je crois que c'est Mike Tyson. Everyone has a plan until they get punched in the face. Ouais. Bref, tout ça pour dire que, métaphore de boxe mise à part, le recrutement, c'est bien, t'as calé ta parfaite persona, la personne idéale avec qui tu veux travailler, puis après, il faut vraiment les faire venir. Comment justement cette vision-là, elle a résisté à l'épreuve de je fais mes premiers recrutements et ça arrête d'être moi dans ma tête avec les gens qui j'imagine seront parfaits. Il y a des vrais gens qui se pointent avec des vrais CV, des vraies personnalités, des vraies envies. Voilà. Comment tu gères cette période-là? Moi, je suis assez adepte de la méthode Bourrin. La méthode Bourrin, c'est aussi la méthode volume, si tu veux. Un recrutement, au début, c'était une centaine de outreach. Ok. Donc, c'était 100% de l'outreach. Au début, de toute façon, personne ne te connaît, t'as pas d'inbound. Hein. Et donc, une centaine de contacts. Alors, évidemment, c'est toi qui les contactes, donc a priori, c'est des gens plutôt préqualifiés. Tu contactes pas des gens au hasard. Mais du coup, une centaine de messages personnalisés. Bonjour Intel, j'ai vu que tu avais fait ça, j'ai vu que tu avais fait ci, j'ai bien ton profil pour telle raison. Voilà ce que je suis en train de créer. Tu fais des emails sales, quoi. Enfin, exactement. C'est vraiment. Alors, pour le coup, c'était beaucoup de LinkedIn. Mais oui, c'est du sales. T'es en train de lui vendre une position chez toi. Hein. C'est pas l'inverse. C'est pas lui qui vient acheter ou elle. Et ensuite, t'as ton funnel. Donc, screening call, premier entretien rétrospectif, second entretien prospectif, inversion. Donc, c'est à lui qui te passe aux grilles. Et je pense que tu peux pas faire autrement sur un pre-seed. Ouais. Surtout sur un pre-seed solo founder, c'est normal que ton candidat te pose toutes les questions qu'il veut. S'il le fait pas, tu n'auras pas ce que tu veux d'un first team member, tu vois. Enfin... Ouais, ne pas le faire, c'est un peu red flag quand même. Oui, et puis même si tu vois qu'il n'y a pas de réponse, enfin c'est aussi un test en soi, s'il n'a pas de questions à te poser, s'il ne te challenge pas, bien sûr. Dans quelqu'un qui va venir rejoindre potentiellement les premiers employés d'une boîte qui a vocation à devenir... Enfin, tu peux pas juste avoir un mec qui suit ce que tu dis sans te questionner, quoi. Non, surtout si tu n'as aucune question sur les marchés des quotas d'émissions et sur la finance climat. A priori, je me mets dans la peau des gens qui sont passés là. Il y a 2-3 problèmes. Mais bref, non, donc c'est ce que je dis souvent à l'équipe. C'est comme sur tous les sujets, comme sur les ventes, comme sur le market, comme sur la presse. C'est un volume game.
Et c'est pas un jeu très très fun. Hein. Si tu joues un peu aux jeux vidéo, faut grinder quoi. Ouais. Faut grinder ton level. Là, c'est pareil. Donc, Ça veut dire faire beaucoup de fois la même chose pour finir par avoir assez d'expérience ou d'objets pour faire ce que tu veux vraiment faire. Exactement. Et donc, là, on est 6. En tout, il y a une dizaine de personnes qui sont venues dans la boîte. Donc, des gens qui sont venus, qui sont repartis. Des stages, des recrutements qui n'ont pas fonctionné. Donc, si je prends une moyenne de 100 contacts par poste, ça fait 1 millier de personnes contactées. Ça ne veut pas dire qu'on les a tous en entretien, hein, loin de là. Mais il y en a peut-être 300 screening calls. Au doigt mouillé, c'est assez juste. Ouais. Tu outsources ou tu fais tout toi-même? Non, je fais tout moi-même. J'ai essayé d'outsourcer, mais j'ai pas réussi. Tu dors la nuit? Oui, plutôt pas mal. Ouais. Mais en même temps, on pourrait dire, ok, après, on a levé un peu d'argent, être 6 après 1 an, un peu plus d'1 an maintenant, c'est pas non plus beaucoup. On aurait pu recruter plus. On avait les budgets pour. Depuis le début de l'année, on a de la place pour 8, c'est-à-dire qu'on a 8 postes créés et ouverts, et on n'a jamais été 8. Donc, peut-être que c'est pas le bon mode de fonctionnement. Peut-être que si on avait été 8 en moyenne, et là on est plutôt sur une moyenne de 4,5 depuis le début de l'année, donc 50% de moins que ce qu'on devrait être. Peut-être qu'on serait allé 2 fois plus vite ou 4 fois plus vite. Peut-être qu'on aurait dû faire ça. Moi, je crois pas, mais c'est un gros statement quand même. Et de dire, je préfère avoir 2 fois moins de personnes, mais les bonnes personnes. Ouais. Et ce que j'entends, c'est que tu as des gens qui sont venus et qui sont repartis. Ce qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu t'es pas dit maintenant que j'ai dépensé ce qu'il fallait pour que cette personne vienne chez moi, que j'ai investi du temps et de l'argent. Et maintenant, elle est là. Maintenant, il faut que je la loque et c'est hors de question qu'elle parte, que ce soit de son fait ou du tien, ça, je sais pas. Mais ça me veut dire quelque chose aussi. Oui, clairement. Et puis, bon, parfois, c'était de mon fait, parfois, c'était du sien, parfois, c'était simplement un stage qui terminait, des choses comme ça. Mais c'est un peu la lump sum fallacy, quoi. C'est quel que soit le montant que tu as investi, si jamais c'est pas le bon investissement, faut pas le poursuivre. Donc oui, tu peux passer des mois sur un recrutement, c'est pas le bon recrutement, tu recommences. Mais ça, c'est facile à dire, mais c'est pas si facile à faire. Tu vois, Si, en fait, si ouais, toi tu y arrives facilement. En fait, c'est assez facile à faire. En fait, c'est très dur humainement quand tu te rends compte qu'il y a un recrutement qui prend pas de mettre fin à une période d'essai, par exemple. Donc, humainement, c'est vraiment difficile pour tout le monde. C'est-à-dire pour la personne, bon, en l'occurrence, c'est souvent moi, mais le manager qui doit annoncer la nouvelle, pour la personne qui la reçoit, pour le reste de l'équipe. C'est difficile, ça c'est indéniable. En même temps, quand ça prend pas dans une petite équipe, il n'y a pas de choix. C'est-à-dire que c'est une évidence. Et c'est une évidence qui s'impose en permanence, chaque jour, chaque instant, chaque interaction. Donc, ne pas agir sur cette évidence, déjà, c'est une souffrance pour tout le monde, et c'est vraiment une énorme erreur. Au bout d'un moment, il y a trop de risques, trop de difficultés, trop de défis pour que des choses aussi évidentes que celles-ci ne soient pas rapidement, efficacement et de manière empathique et juste exécutées. Et justement, ce que tu dis, encore une fois, je suis 100% d'accord avec toi sur l'aspect bon sens. Et en même temps, tu vois, si je me mets à ta place, je pense que je deviendrais un peu fou. Parce que tu as des décisions qui sont dures à prendre. Et je sais que pour moi, elles le seraient, tu vois. Et tu as forcément des biais, des trucs que tu te racontes sur, j'en sais rien, cette personne, elle est quand même bien, elle est sympa, ça va le faire. Ça va très facile, en fait, de te raconter des histoires quand tu es un peu seul à la barre. Ça, en général, c'est le rôle de ton associé, de ton co-founder, etc., d'avoir quelqu'un avec qui tu peux avoir ces discussions de manière assez libérée pour voir, te questionner, avoir ce sparring partner-là. Donc, de manière plus générale, toi, comment tu gères ça, le fait d'être un fondateur tout seul, en fait?
sans alter ego avec qui tu puisses librement aller faire du ping-pong et être toujours dans une relation qui est forcément une relation quelque part hiérarchique, même si à 5 ou 6, t'es pas en train de demander aux gens de te vouvoyer, de t'appeler monsieur, mais il y a forcément ça dans l'équation, quoi. Alors, peut-être que je suis déjà un peu fou. Mais non, en fait, le mythe l'image plutôt du solo founder seul dans sa tour d'ivoire, c'est un mythe. Un solo founder est seul, mais je pense qu'un CEO est toujours seul, même avec des co-founders. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quand même lui ou elle qui doit prendre des décisions. Et c'est un rôle. Founder, c'est une histoire actionnariale. CEO, c'est un rôle opérationnel. Je peux être le CEO et être très minoritaire dans la cap table, voire ne pas du tout avoir d'action. Donc, c'est deux choses un peu différentes. Ensuite, cette solitude du CEO, ce qui n'est pas la même de la solitude du solo founder, elle se gère quand même. Elle se gère justement parce qu'elle est si commune. C'est-à-dire qu'il y a des actionnaires, certains avec qui j'ai une relation assez forte de confiance, qui m'aident à simplement avoir une contrepartie, à une réflexion, à une discussion. J'ai également un tiers, une sorte de coach, qui intervient très régulièrement, qui a une confiance aveugle, qui m'aide énormément sur beaucoup de décisions stratégiques. Ça ne veut pas dire que je lui délègue, mais ça veut dire simplement qu'on a une discussion qui est presque plus franche, plus simple, plus transparente qu'avec un co-founder. Parce qu'en même temps, elle est complètement externe à tout ça. Ah, bien sûr. Donc il y a moins de jugement, il y a moins d'enjeux interpersonnels. Et puis, c'est un peu étrange ce que je vais dire, mais je pense que mon rôle, c'est de m'assurer non seulement de la survie, mais du développement à long terme de Omayo. Et donc, j'ai une conversation avec Omayo. Et je me dis, qu'est-ce qui est bien pour Omayo à moyen long terme. Et donc, ça devient plus qu'est-ce que veut faire Valentin, mais de quoi est-ce que Omayo a besoin. Et ça change beaucoup de choses parce que les décisions du coup s'imposent un peu à toi. C'est plus toi en fait qui décide, c'est la boîte qui l'impose. Et ça permet d'avoir un peu de recul et d'éviter de s'enfermer dans des fausses histoires. Parce que encore une fois, tu te soustrais de l'équation. Et c'est plus oui, j'aime bien la personne, elle est super sympa, elle a fait beaucoup d'efforts, elle a travaillé énormément, tout ça est vrai, tout ça est sûrement très vrai, elle s'entend bien avec toute l'équipe, elle fait de son mieux, ok, mais est-ce que ça fonctionne pour Omayo? Est-ce que ça fonctionne pour la boîte? Est-ce que dans 6 mois on va atteindre les résultats? Est-ce que on est sur la bonne trajectoire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on change? Si la réponse est oui, tout ce qu'on a dit auparavant, c'est peut-être vrai, mais c'est caduc. Malheureusement, on est dans une phase où il y a une obligation de résultat plus que de moyens. Et c'est à travers ce prisme qu'il faut juger la situation. Tu as parlé de trajectoire. Alors, tu as dit tout à l'heure, faire un plan à 18 mois pour une boîte qui a 1 an, ça relève du rêve. Je vais te demander, du coup, dans 3 ans, où est-ce que tu veux emmener Omayo? Où est-ce qu'Omayo veut être? Ça dépend beaucoup du marché. En fait, ce que je dis souvent, c'est que on a envie d'être la plateforme d'investissement de référence dans les années 2030. Et ça se construit aujourd'hui. Parce que 2030, c'est dans 5 ans. Coup de vieux généralisé. Comment? Coup de vieux généralisé. Non, ça fait flipper. Et donc, et peut-être que ce sera 2027, peut-être que ce sera 2032, je sais pas bien. Mais si tu me dis dans 3 ans, j'ai envie qu'on ait ce que j'appelle les 3 cartes. L'entrepreneuriat, c'est un jeu où il faut gagner 3 cartes.
faut avoir une carte qui permet de lever des fonds. Donc ça, c'est suffisamment de traction pour raconter une histoire excitante qui permet de se projeter à un horizon moyen terme à 18-24 mois. Donc normalement, quand on abat cette carte, du coup, on a du cash, mais on n'a plus d'histoire à re-raconter. Donc on utilise ce cash pour reconstruire les éléments de réassurance d'une nouvelle histoire. Donc ça, c'est la carte qu'on est en train de construire en ce moment. C'est-à-dire que la prochaine étape pour nous, c'est de relever des fonds. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque les 2 autres cartes. La seconde carte, c'est la rentabilité. Donc la rentabilité, c'est pouvoir vivre sans injonction externe de cash. Ou en tout cas, si ce n'est vivre, du moins survivre. Et la troisième carte, c'est avoir construit un actif qui a une valeur en soi pour un tiers. Et donc pouvoir vendre. Et si tu as les 3 cartes, tu es à la fois immortel et surpuissant parce que tu peux faire ce que tu veux. Donc j'espère que dans 3 ans, on aura les 3 cartes. C'est-à-dire qu'on aura une boîte qui aura développé un actif qui a de la valeur en soi, y compris pour un tiers. C'est quoi cet actif ? C'est le produit, la plateforme, justement ? Ça peut être plein de choses. Hein. Cet actif, ça peut être par exemple un ou plusieurs agréments qui peuvent être valorisés pour une société qui voudrait avoir des activités similaires ou connexes, mais différentes. C'est-à-dire que même si on s'affranchit un peu de la base client et des produits financiers, les agréments peuvent avoir une valeur en soi. Alors, c'est une valeur dénaturée, mais c'est une valeur non nulle malgré tout. Donc, si demain, on est un prestataire de services d'investissement, qu'on a développé une architecture ouverte qui permet de distribuer des produits en propre et des produits de tiers, et là, je ne te parle même pas de finance climat. Donc ça pourrait être un actif en soi. Ça peut être tout simplement un réseau de distribution avec des banques privées, des conseillers en gestion de patrimoine, des multifamily office qu'on pourrait revendre. Ça pourrait être une base client. Ça peut être plein de choses. Donc, dans 3 ans, idéalement, on a les 3 cartes et la concrétisation ou l'incarnation de la vision, c'est-à-dire une plateforme d'investissement qui permet à des investisseurs individuels d'accéder à une gamme de produits à travers différents profils de risque et de rendement, mais qui systématiquement ont un impact réel et démontré sur le climat. Ça peut être les quotas d'émissions européens, mais aussi d'autres juridictions, britanniques, californiens, néo-zélandais. Ça peut être des produits plus ou moins structurés autour de ces quotas d'émissions. Par exemple, on pourrait faire un produit quota d'émissions monde avec une moyenne pondérée de quotas de différentes juridictions en fonction de la part des émissions de chacune de ces juridictions. Mais ça peut être autre chose, les droits d'accès à l'eau, si on le fait ou on le fait pas, on verra, les obligations catastrophes, la litigation finance, de la dette privée, du private equity vert, des fonds de fonds, que sais-je. Et donc l'actif, l'incarnation de la vision et bien sûr un volume d'actifs sous gestion et donc de clients suffisant pour pouvoir faire tourner la boîte en standalone si jamais on décide de la développer sans injection de cash externe. Ton cas est purement encore un jeu de volume, quoi. Exactement. On est sur un jeu de volume, sur un business volumétrique, en tout cas pour l'instant. Et pour arriver à faire tout ça, comment tu vois ta culture de boîte évoluer ? Est-ce qu'il y a un aspect particulier que tu penses que tu devras renforcer, créer, amplifier pour en arriver là ? Parce que ça implique aussi de faire grandir ton organisation avec pour être à la hauteur des objectifs que tu te fixes. C'est une très bonne question. La vérité, c'est que je ne sais pas exactement y répondre. Parce que je me suis pas suffisamment projeté dans l'opérationnalisation de cette vision à long terme. Là, je suis quand même très focus sur du court terme, c'est-à-dire 3 mois, 6 mois. Ce qui a du sens. Au-delà, pas trop. Et à 3 mois, à 6 mois, les valeurs, elles changent pas.
je pense que ce qui risque de changer malgré tout, à 3 ans, c'est passer d'un modèle qui est quand même très founder-driven à un modèle un peu plus distribué ou décentralisé. Ok. Et ça, en fait, ça passe par... Alors, c'est un peu traître ce que je veux dire, mais ça passe par l'appropriation de la vision par l'ensemble des équipes. Et donc, un vrai enjeu pour le coup. Exactement. Et donc, du coup, est-ce que c'est vraiment décentralisé ou pas, ou simplement déconcentré? Je sais pas. Mais oui, au fur et à mesure où la boîte grandit, un des enjeux, ça va être de mieux déléguer, non pas l'opérationnel, mais la vision et donc la prise de décision stratégique. Ce qui te permettra de faire quoi? Simplement faire grandir les équipes. Faire grandir les équipes, être moins présent dans toutes les décisions. Okay. Tout à l'heure, pour calquer ton excellent processus de recrutement, tu parlais d'inversion. C'est aussi quelque chose que je fais sur ce podcast. Je t'ai posé 1000 questions. Merci beaucoup d'y avoir répondu. Est-ce qu'en retour, il y a une question que tu veuilles me poser sur les sujets de culture, ou tu peux me quizer sur les marchés carbone, mais ce sera peut-être plus difficile pour moi. Non, sur les sujets de culture, en fait, c'est une question difficile parce que je déteste répondre à ce genre de questions. Je suis content, vas-y. Mais tu as une position unique dans le sens où tu passes beaucoup de temps à voir et t'entretenir avec donc à voir des cultures et t'entretenir avec des fondateurs qui ont mis en place des cultures, ou des équipes, lorsqu'elles sont bottom-up, qui ont mis en place des cultures plus ou moins fortes. Il y a certaines boîtes dont on parle beaucoup de la culture qui sont très radicales ou très polarisantes. Est-ce que tu vois des choses qui marchent de manière quasi systématique, ou à l'inverse qui ne marchent pas de manière systématique? C'est-à-dire, si toi, tu étais à ma place, qu'est-ce que tu ferais pour changer ou améliorer notre approche et maximiser nos chances à moyen et long terme? Ok. Bon, déjà, tu fais beaucoup de choses qui marchent, mais en fait, je vais pas être capable de te sortir des pratiques qui fonctionnent partout, parce que sans avoir besoin d'être clivant, de marketer pleine balle ta culture, etc., tes pratiques doivent être dérivées de ta culture. Et il y a un truc que tu as dit et le challenge pour toi, ça va être de le garder, c'est ce côté, ce que je dis, l'histoire que je sers au monde, c'est vraiment l'histoire qui se joue dans l'équipe. Et à un certain stade, c'est pour ça que je te posais toutes ces questions sur comment tu vis le fait d'être un solo founder, un CEO tout seul, etc. Mais à un moment donné, c'est comment tu es conscient aussi des histoires qui sont en train de s'écrire dans son équipe et que tu maîtrises pas. Ce qui marche jamais, c'est d'essayer de toutes les maîtriser. Et c'est ce dont on parlait tout à l'heure sur le côté, le fondateur qui devient un goulot d'étranglement pour sa propre boîte. Parce que tu es tellement en panique que des choses se jouent que tu maîtrises pas, que tu contrôles pas, de plus reconnaître ta boîte, etc., que tu fais tout. Donc, ce qui marche, c'est ce côté, justement, tu vas décentraliser la notion de la culture, et c'est comment tu vas outiller les gens pour qu'ils soient en capacité de porter non seulement ta vision, mais aussi tes valeurs, les comportements qui vont avec, la mission de l'entreprise, et toutes les pratiques culturelles qu'il y a derrière qui sont beaucoup plus concrètes, c'est-à-dire comment je recrute, comment j'évalue les mecs, comment je fais un feedback, comment je prends des décisions, et tout ça sans que tout le monde se tourne vers toi en disant Valentin, j'ai le droit de faire ou j'ai pas le droit de faire. C'est ce côté, enfin, tu vois, beaucoup ce qui marche vraiment, c'est ce côté créer un cadre d'empowerment qui va t'éviter de mettre 10 000 process, 10 000 strates hiérarchiques, 10 000 trucs de validation, même si je pense que tu valideras toujours des trucs. Mais si tu donnes les clés de manière assez claire, assez formalisée et assez avec une vraie transmission, tu vois, que ce soit pas juste non plus démerde-toi, quoi. Là, tu arrives à créer une organisation qui est faite pour grandir par elle-même, puisque chacun de ses membres est dépositaire de la culture et donc tire dans le même sens. Et ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Non, mais ça me fait penser à une conversation qu'on a eue au déjeuner il y a quelques jours et qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est lorsque tu m'as demandé comment est-ce que je faisais au quotidien pour rattacher les décisions qui sont prises aux valeurs qui sont énoncées. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je pense le faire moi dans la prise de décision. Je me dis, ok,
on a énoncé cette valeur, comment est-ce qu'elle me guide dans la prise de décision, et si elle est incapable de le faire, alors est-ce qu'il ne faut pas la réécrire ou la redéfinir. Mais je ne sais pas si c'est quelque chose que je partage suffisamment avec le reste de l'équipe. C'est-à-dire que c'est beaucoup une conversation avec moi-même. Et de temps en temps, ce qui est déjà, sûrement qui est déjà bien, parce que ça permet de faire vivre les valeurs, au moins dans la prise de décision au quotidien. Et surtout qu'elles te servent et que ce soit pas juste un joli truc que tu utilises pour recruter. Exactement. Mais quelquefois, j'utilise des images, des exemples. Une de nos valeurs, tu le sais, c'est être encordé. Donc il y a cette notion d'alpinisme. On était loin de l'alpinisme. On était assez loin. L'alpinisme, mais pas que. Il y avait aussi beaucoup de références à la science-fiction, notamment Alain Damasio qu'on aime beaucoup. Et alors, la horde du contrevent et cette horde, cette cordée, bref. Donc ça, je pense que ça transparaît pas mal, mais depuis notre conversation, j'arrête pas de penser à ça et de me dire il faut vraiment que systématiquement dans les décisions du quotidien, qu'elles soient structurantes ou non, je les rattache à nos valeurs et je les rende vivantes, explicites, omniprésentes, pour que tout le monde puisse les approprier, et derrière qu'elles trickle down, qu'elle soit déclinée par tous en permanence. Et au-delà des valeurs, t'as une notion de mimétisme qui se fait. Les gens vont te voir le faire, donc se disent, en fait, c'est pas complètement pipeau, parce qu'il faut être honnête, c'est ce qu'on se dit 90% du temps, quand on rejoint une boîte, les valeurs, c'est sympa, mais c'est du pipeau. Si tu vois que c'est vraiment utilisé, et concrètement, parce que à ce stade-là, des décisions, alors, je fais ça ou je fais ça, t'en as tout le temps à prendre. Parce que typiquement, on parlait de tes produits. Demain, tu vas mettre en accès un produit dégueulasse sans être sûr de l'impact, etc. Tu peux. Techniquement, tu peux. Est-ce que tu vas le faire? Probablement pas, parce que tu n'auras pas forcément checké tout l'impact, etc. Et tu as une notion de rigueur, de vérifier les choses, d'avoir une approche scientifique et de pas faire du pipeau, qui est aussi très présent dans ta culture. Bon, ça vaut le coup de le rappeler, tu vois. Et tu peux même, quand quelqu'un vient te demander est-ce qu'on prend telle décision ou telle décision, invite-le à réfléchir par rapport à ce prisme-là, tu vois. Non, mais tout à fait. Ça, c'est quelque chose pour le coup que j'essaye de faire depuis le début pour contrôler ou limiter les inconvénients du côté solo founder. C'est mettre en place un peu un système de check and balance, où moi-même, même lorsque la tentation peut être grande, je peux pas aller à l'encontre des valeurs. Parce que les choses sont faites de manière très transparente, et parce que tous les autres membres de l'équipe, mais aussi les clients, les investisseurs, les partenaires, me regardent quelque part. Et donc, on est tous forcés à l'exemplarité et donc au respect des valeurs, même dans les moments où on aurait envie de tricher un petit peu, quoi. Et ça, je trouve que ça marche assez bien pour le coup, parce que il y a non seulement un effet mimétisme vis-à-vis des autres, mais il y a un effet d'entraînement vis-à-vis de soi-même. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la gentillesse ou dans l'empathie. Plus on est gentil avec les gens, plus on a envie d'être gentil, quoi. Et donc plus on pratique les valeurs, et c'est un peu comme le sport aussi, plus on fait du sport, plus c'est facile. Tous ceux qui courent ou qui font du sport savent que la première fois c'est horrible, et après t'as envie de le faire. Et donc quand on fixe les contraintes et qu'on les pratique et qu'on se force à les pratiquer et à les rendre opérantes au quotidien, ça devient agréable et ça devient une seconde nature, ça devient de plus en plus facile. Et donc s'assurer d'avoir le bon système, un peu de rétro-contrôle, de transparence, d'observation, ça nous permet de s'assurer qu'on est nous-mêmes, même en position un petit peu d'autorité quelque part, soumis à ces valeurs, et qu'elles deviennent un automatisme. Et là, on parle des valeurs, tu vois, là, spontanément, en réfléchissant, je me dis aussi, un enjeu pour toi. En fait, aujourd'hui, tu parlais d'actifs. La vision que tu portes, la mission que tu as donnée à ton entreprise, c'est des actifs complètement immatériels, mais qui sont très précieux, parce que c'est globalement ce que tu vends aux gens aussi dans ça va être dur, mais on va faire ça. Tu vois. Le côté ça va être dur, mais on ne sait pas pourquoi, personne n'a envie de le faire. La question, c'est comment tu fais pour que cet actif-là, il reste aussi fort, et t'es pas une déperdition de son impact au fur et à mesure que ton équipe grossit, parce que là vous êtes 6,
les gens ils sont autour de toi, tous ensemble dans la même pièce, vous bossez tous les jours sur des trucs qui sont hyper excitants et où, enfin, concrètement, leur boulot, ils voient tout de suite à quoi il sert. Demain, tu auras des gens qui sont sur des postes, j'en sais rien, en communication interne, en marketing, en RH, qui sont, enfin, tu vois, ça peut aller vite de se dire, la vision, elle est super, mais moi, vraiment, à quoi je sers là-dedans? Et typiquement, un autre truc qui est pas facile et qui est en tout cas plus facile à dire qu'à faire, c'est comment tu permets à chacun de visualiser sa contribution, tu vois? Que ce soit par une structure d'objectifs, que ce soit par de l'autonomie, que ce soit par des capacités à poser ses questions, à s'impliquer dans le futur de la boîte. Enfin, tu as des rituels managériaux où tu viens, t'expliques, on en est là sur la roadmap, la vision elle est là, on exécute, ça se passe comme ça, et merci à lui, lui, lui et lui. Et posez-moi des questions si vous ne comprenez pas, mais comment tu fais pour pas te reposer sur tes lauriers, de croire que tu as une vision, une mission qui est complètement autoporteuse pour toujours. Parce qu'il n'y a aucune vision pour moi qui résiste à l'inertie d'une organisation qui grandit, quoi. C'est sûr. Et pour ça, pour l'instant, et je pense que ça évoluera dans le temps, mais pour l'instant, on fait 2 choses. La première, c'est de pas trop grandir. Moi, je crois beaucoup aux petites organisations avec des personnes très compétentes, très autonomes, très responsabilisées. Et je pense qu'on peut... peut-être qu'Omayo, un jour, aura quelques dizaines ou une petite centaine de personnes, mais on peut faire des très, très, très grandes choses avec peu de personnes. Et donc, on n'a pas vocation à être gigantesque. En tout cas, pas dans un avenir proche, c'est-à-dire quelques années. Là, c'est la première chose. La seconde chose, tu parlais de rituels managériaux. Moi, je passe beaucoup de temps à faire des one-on-one avec les équipes. Et c'est aussi pour ça que dans cette phase initiale, un peu de pré-seed, j'ai pas envie qu'on soit plus de 8, parce que si j'ai envie de passer au moins une demi-heure à parler, non pas d'opérationnel, mais de management avec chaque personne en one-on-one, et ben ça fait 4 heures, donc ça fait une demi-journée par semaine pour 8 personnes. Et c'est exactement ce qui se passe tous les lundis matins. Il y a un one-on-one de 30 minutes où on parle exactement de ça. Donc un peu de qu'est-ce qu'on fait cette semaine, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière, mais surtout quelle est la valeur ajoutée à l'équipe, et quel est mon rôle dans la roadmap, quelle est la charge de travail, comment est-ce qu'elle est organisée, quels sont les wins et les losses de la semaine, quels sont les points de blocage, comment est-ce que j'évolue, comment est-ce que j'interagis avec les tiers qui peuvent être, enfin n'importe quel stakeholder, des clients, des partenaires, des sous-traitants, d'autres personnes dans l'équipe, et ça a lieu toutes les semaines. C'est beaucoup. C'est peut-être un peu overkill. Pour l'instant, j'ai pas trop eu de pushback de l'équipe, pas du tout même. Donc, je pense que c'est un moment plutôt apprécié. Mais c'est super important pour moi de le faire. Et typiquement, c'est un très bonne pratique, parce que pour le coup, tu pourrais penser qu'une entreprise au début a pas le temps de faire ça, et en réalité, c'est rarement overkill. En vrai, tu passes jamais autant de temps que tu devrais en passer en réalité sur ces sujets, parce qu'ils sont toujours faciles à déprioriser. Et en même temps, c'est parce que tu fais ça que t'es bon, et c'est quand t'es bon que tu commences à vouloir arrêter de faire ça. Et une fois que t'as arrêté de faire ça, tu te rends compte que tu commences à faire un peu n'importe quoi, et que ça part un peu dans tous les sens. C'est un peu comme les cheveux psy, tu vois. C'est un peu ce genre de choses. J'ai une dernière question pour toi, avec la question traditionnelle de fin sur ce podcast. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à un de tes pairs, à un autre dirigeant, pour faire de sa culture entreprise un levier de développement pour son entreprise? C'est là où je te disais, c'est vraiment le genre de question que j'aime pas. Ah oui, faut bien que je te la rende. parce que ça te force à faire un truc un peu général. Alors que en fait, je l'ai dit 2-3 fois, je pense qu'il n'y a pas un modèle, il y a plein de modèles. Et en effet, nous, ce qu'on fait, c'est très loin de la doxa entrepreneuriale habituelle. C'est pas parce qu'on ne la connaît pas, je la connais Oui, je confirme. assez bien, mais juste on a envie de faire les choses différemment. Et du coup, je pense que la seule règle peut-être, c'est d'être très authentique, en tout cas très sincère. C'est-à-dire savoir exactement qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on veut le faire, d'où viennent les motivations. Est-ce que c'est de la pression sociale? Est-ce que c'est parce qu'on a envie je sais pas, les motivations peuvent être
extrêmement variés. Hein. Et il faut pas mettre de jugement derrière. Il faut simplement les comprendre et faire quelque chose qui soit cohérent par rapport à ses motivations, par rapport à ce qu'on est en train de construire, par rapport à ses forces, par rapport à ses faiblesses. Donc je pense que l'authenticité et la cohérence, c'est le point de départ de toute construction d'équipe pour quelqu'un qui souhaite être le constructeur de l'équipe en question. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce travail ensemble il y a 2 ans et demi maintenant. Donc, 2 ans et demi, presque 1 an et demi avant que la boîte soit créée quand même. Ouais. C'est parce que j'avais besoin d'un regard extérieur et bienveillant sur quelles étaient les motivations. Est-ce que je n'étais pas en train de me mentir à moi-même? Quelle était l'équipe que je voulais créer? Est-ce que les valeurs correspondaient à ce que je voulais faire, aux gens à qui je voulais travailler, et ainsi de suite. Et en fait, elles se sont progressivement, au cours de discussions, un peu dégagées par elles-mêmes. Elle m'a bien poussé dans mes retranchements, mais elles étaient évidentes parce qu'elles étaient sincères et authentiques. Complètement. Et on n'aurait pas pu faire autrement, en fait. Non, et ça n'a jamais été l'objet d'ailleurs. Tu peux pas plaquer des choses, il faut juste trouver ce qui est vraiment là et effectivement trier un peu entre ce que tu te racontes et ce qui est vrai, sur quoi et après il y a une question de le prioriser aussi, tu vois. Ouais. Qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc je pense que le point de départ, c'est un vrai travail d'introspection en fait. Complètement. Et c'est assez drôle, mais pour créer des valeurs de groupe, il faut d'abord connaître ses valeurs perso, quoi. Je propose qu'on s'arrête là-dessus. Ça marche. Merci beaucoup Valentin. Merci à toi. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est sans doute que ça vous a plu. Si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une startup depuis toujours, ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis 5 étoiles de préférence sur Apple Podcasts. À très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.